Et bonsoir mes petits Colombos, je suis très heureux de vous retrouver. Donc ce qu'on va faire, c'est en fait reconstruire toute la chronologie. C'est-à-dire qu'on a maintenant quand même pas mal d'informations, mais on va essayer donc de reconstruire ça de manière donc propre et rigoureuse. Avant ça, on va d'abord remettre les choses au clair, c'est-à-dire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément d'informations qui ont circulé ces dernières années maintenant, hein, puisqu'on est à plus de 30 mois depuis le 8 juillet 2023. Donc il y a eu des rumeurs, il y a eu des approximations, et tous ceux qui sont dans l'analyse, hein, que ce soit nous, que ce soit d'autres, on partait sur des constats à la base qui étaient faux, et on a tissé des fils comme ça sur en fait des fausses informations. Donc le but, là vraiment, je vais vous faire une série d'épisodes sur l'affaire Émile, c'est pour remettre un maximum d'informations correctes, pour qu'on puisse retracer un scénario qui colle plus au réel, et pour pouvoir analyser d'une manière beaucoup plus factuelle. Déjà, on va partir sur les dernières informations. Donc c'est le rapport d'expert médico-légal. Émile a été victime d'un homicide. Il faut bien avoir conscience. Volontaire, involontaire, ça on ne sait pas encore, mais en tout cas c'est un homicide. La mort n'est pas nécessairement immédiate après le choc initial. Ça c'est une information. La caractéristique du traumatisme. Donc la source rapporte que l'impact est localisé donc sur le zygomatique droit. Nature du choc, extrême violence, incompatible avec une gifle ou un coup de poing. Ça c'est important. Conclusion donc de l'expert, intervention d'un objet ou d'un élément contendant. L'analyse du point d'impact, elle, c'est très resserré, très focalisé. Donc on exclut tout ce qui va être assez large, style un pare-choc par exemple, automobile. Et les compatibilités qui ont été retenues donc, par les experts, ça va être une boule d'attelage de remorque par exemple, une pédale, un guidon. Euh, donc l'hypothèse qui a été validée dans le rapport, c'est une collision avec un moyen de locomotion, par exemple. Les hypothèses qui sont écartées, la source donc, rapporte donc, au niveau de l'expertise, une chute accidentelle est écartée formellement. L'anthroposage du corps. Donc ça, c'est le traitement post-mortem du corps. Donc les sources, analyse entomologique et médico-légale, le corps a été donc déplacé, anthroposé dans un endroit abrité après le décès. L'analyse entomologique, donc source d'expertise scientifique, donc première colonisation d'insectes incomplète. Donc là, pour ça, on n'avait pas d'éléments. Donc l'exposition du corps retardée ou perturbée. L'hypothèse des biotopes multiples. Donc les experts retiennent jusqu'à 4 biotopes distincts, donc c'est-à-dire sur le lieu de la disparition, le lieu de la mort, le lieu du stockage du corps et le lieu de découverte du crâne. Tout ce qui va être tout ce qui est éléments osseux et vestimentaires. Crâne, sa mandibule, les fragments osseux et le tibia. Les effets vestimentaires retrouvés sont t-shirt, boxers et chaussures sans lacets. Les éléments manquants, donc le squelette complet, des autres vêtements non retrouvés non plus. Au niveau des analyses ADN, donc sur le cadre des analyses, les travaux donc, du professeur Christian d'Outremepuy, c'est ce qui se fait de mieux, je veux dire en France et même au-delà. Donc, élément déterminant, ADN de la famille qui est absent des vêtements. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Donc ce qui veut dire, parce qu'on aurait dû retrouver de l'ADN de la famille. C'est la famille qui habille Émile. Un enfant de 2 ans et demi ne s'habille pas tout seul. Hein. Donc l'analyse qui a été faite par rapport à ça, c'est qu'il y a eu un nettoyage possible du t-shirt après le décès. Au niveau de l'axe d'enquête prioritaire, ce qui a été retenu donc, par les enquêteurs, donc il y a 2 axes qui sont maintenus, qui sont donc la piste familiale et la piste locale, notamment sur un habitant du Haut-Vernay. Pour l'instant, c'est ce qui est retenu. Alors pourquoi on a éliminé par exemple la piste d'un rôdeur? On élimine tout ça parce que derrière, forcément, au niveau de la conservation du corps, c'est un élément qui est très très important. C'est-à-dire que ce soit un crime d'opportunité, hein, un crime de rôdeur, pour que ça soit pour n'importe quelle nature que ce soit, pour que ça soit pour, on va dire même pour que ça soit un crime sexuel ou même autre chose. Généralement, et même à 100% du temps, quand c'est d'opportunité ou de rôdeur, la personne se débarrasse du corps, va l'enterrer, va le jeter. Cette conservation du corps exclut ces pistes-là. Voilà. Après, c'est difficile de pouvoir faire une analyse complète par rapport à tout ça quand on n'a que le crâne. On ne sait pas, en n'ayant pas le reste du corps, peut-être qu'il y a d'autres impacts sur le squelette, ça, malheureusement, on ne le sait pas. Le reste du squelette permettrait vraiment aux experts
de peut-être tracer un scénario beaucoup plus précis. Pour l'instant, malheureusement, on fait avec ça, quoi. Donc on a été sur la saisie. Donc n'oubliez pas, le 16 décembre 2025 et le 23 décembre 2025, que ce soit au Vernet ou à la Bouilladis, donc il y a eu des objets saisis, donc il y a eu des vélos, divers objets, des usages identifiés, donc c'était les vélos utilisés par Maximin pour les recherches. Donc il y a eu, résultat de ça, aucune exploitation concluante. Donc l'origine de ces investigations, donc ça je ne sais pas si vous êtes au courant, l'origine vient d'un corbeau. Donc une lettre anonyme qui a été envoyée aux enquêteurs, et c'est de là où il y a eu ces perquisitions. Donc après la suite qu'il y a eu judiciaire par rapport à ça, vous le savez, c'est le prélèvement massif donc, des prélèvements ADN. On va être en attente d'analyse. Dans tous les cas, si ça match, bah écoutez, tant mieux, on verra voilà ce que ça va donner. Si ça ne matche pas, dans tous les cas, l'enquête avance. C'est-à-dire que même si tous les résultats sont négatifs, on ferme des portes. Fermer des portes dans une enquête, c'est avancer. Donc les personnes qui étaient présentes le 8 juillet 2023. Donc il y avait 9 membres de la famille Vedovini. Au total, il y avait 34 personnes au Vernet. Donc la particularité par rapport aussi au prélèvement ADN, qui inclut donc des personnes qui étaient non présentes sur site aussi. Alors pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi ils ont fait des prélèvements sur des personnes qui n'étaient pas présentes? Eh bien, notamment pour savoir qui était le corbeau. Donc il y a eu 32 mois d'enquête là. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, il y a eu 3500 signalements, 55 millions de données de communication exploitées, 300 auditions, 60 perquisitions, 600 scellés judiciaires et 285 hectares ratissés. Les actes ciblés ont été donc la fouille donc, de la chapelle de Saint-Pancras. Donc ça, c'était à l'été 2025. Vous avez aussi l'audition d'un habitant pendant 6 heures. Et aussi, quelque chose que peut-être vous n'étiez pas au courant, au mois de juin 2025, il y a 2 personnes qui ont été convoquées à la gendarmerie, donc qui ont été reconvoquées, parce que c'était Anne Vedovini et Maximin. Pourquoi? Donc ils ont été, donc ça c'était en juin, donc c'était après les gardes à vue, hein. Parce que quand ils ont fait la perquisition donc, à la Bouilladis, ils ont découvert un pistolet à grenaille et un fusil démilitarisé. Voilà. Donc ils ont été entendus pour ça. Donc la synthèse opérationnelle, donc il y a eu des éléments consolidés, c'est-à-dire on sait maintenant, pour notre analyse à nous, hein, je veux dire, pour la suite, que c'est un homicide caractérisé, que l'impact compatible avec un objet ou un véhicule, le corps a été déplacé et stocké. Pourtant, les points structurants sont bien sûr ADN familiaux qui sont absents des vêtements, ça c'est très important, le t-shirt potentiellement nettoyé, les témoignages clés qui restent fragiles, ça on va y revenir. Les enjeux actuels, donc là c'est identifier donc, le lieu exact du décès, déterminer donc, le vecteur de transport, ça c'est très important, exploiter les traces matérielles, donc ça va être toutes les analyses, les expertises, clarifier les responsabilités parmi les 34 personnes présentes. Donc voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire sur les derniers éléments. Et je vais vous faire aussi un point qui est très important, ce sont toutes les demandes qui ont été faites par la famille Vedovini. C'était le 8 novembre 2025. Vous avez Anne et Philippe Vedovini donc, qui sont retournés pour la première fois au Vernet. Donc, et à la suite donc, de cette visite, donc, leurs avocats, hein, donc Isabelle Colombani pour Philippe Vedovini et Julien Pinelli pour Anne Vedovini, ont déposé donc, officiellement une demande d'acte judiciaire auprès des juges. Donc il y en a eu beaucoup. Donc les requêtes qui ont été formulées, donc vous avez eu la réalisation des prélèvements ADN, donc ça sur les villageois. Ils ont demandé donc les villageois, donc une partie a été faite, hein, bien sûr. Sur les villageois, les agriculteurs, les chasseurs habitués au Vernet, la fouille des bâtiments agricoles accompagnée d'analyses au luminol. Ça, c'est une première requête qu'ils ont demandé. Ils ont demandé aussi, alors attention, c'est des requêtes qu'ils demandent. Est-ce que les juges vont tout vérifier, vont prendre au pied de la lettre toutes les requêtes? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, toute la campagne au niveau des prélèvements ADN, ça a été fait. Les avocats pointent également aussi plusieurs zones d'ombre, donc des approximations dans certaines auditions, notamment celle du jeune agriculteur, donc Léo Baye, celle de sa compagne aussi, donc la compagne de Léo, de l'époque, des bornages téléphoniques jugés suspects dans un territoire montagneux connu pour ses zones blanches,
Plusieurs auditions aussi considérées comme trop peu approfondies par les gendarmes. Et bien sûr, donc les conseils isolent aussi plusieurs témoignages, notamment d'un maître chien qui était là pendant les recherches, qui lui est persuadé que son chien avait marqué une piste lors des premières battues, mais une piste qui n'aurait pas été exploitée par les gendarmes. Ils vont revenir aussi sur une habitante du Haut-Vernay qui affirme avoir vu un véhicule blanc quitter le hameau vers 17h, 17h30, donc le 8 juillet, le jour de la disparition. Et il va y avoir aussi donc, 2 témoins au minimum qui déclarent avoir aperçu un homme avec un polo bleu, comportement jugé suspect, à proximité du hameau. Donc ça, ce sont les demandes qu'ils font. Maintenant qu'on a tous ces éléments-là assez récents, là, on peut partir sur un scénario, essayer de remonter le temps. Donc, on va revenir même avant le 8 juillet, on va revenir le 6 juillet. On va essayer de revenir avant et de refaire un peu ce scénario. Donc, la famille Bedovini monte, elle, au Haut-Vernay pour un premier aller-retour. Objectif, donc, ils vont venir au Haut-Vernay donc, le 6 pour déposer donc, des affaires personnelles avant les vacances d'été. Donc là, ce n'est pas encore l'installation définitive. Hein. À ce moment-là, donc, il y a un élément important qui va être mentionné, c'est que Philippe doit retourner, Philippe Bedovini doit retourner à Aubagne pour une opération du canal carpien. Donc là, on est dans un contexte encore transitoire. C'est une organisation qui n'est pas encore stabilisée. On est 2 jours avant. Le lendemain, vendredi 7 juillet, c'est le départ. Donc, le grand départ en famille a lieu le vendredi 7 juillet au soir. Alors, le soir, parce que voilà, c'est les vacances, c'est la date des grandes vacances. Anne et Philippe Bedovini donc, sont présents, ainsi que 7 de leurs enfants, et Émile et sa petite sœur. Et ils montent au Haut-Vernay. À l'arrivée, il y a un problème qui est immédiat. Dès leur arrivée au hameau, Philippe, lui, vous savez, donc il cherche un endroit pour faire pâturer ses chevaux, mais là, il se rend compte que le terrain qu'on lui prête, donc que la famille Bail de Roussima lui prête, les piquets ont été retirés. Il se passe la nuit. Le samedi matin, donc le 8 juillet, donc c'est assez tôt. Philippe, lui, constate la situation. Il ne comprend pas pourquoi le terrain prêté ne l'est plus. Et là, il va avoir une altercation où il va s'engueuler avec Léo, le jeune agriculteur, qui reproche aussi des travaux effectués en son absence, devant sa maison. De là, Philippe Bedovini va appeler Régis Bail, donc l'oncle de Léo, pour tenter de trouver une solution. On se rend compte qu'ils vont peut-être pas trouver de solution, ou alors il y en a une autre. En tout cas, la décision est prise, c'est qu'il va falloir construire en urgence un paddock et refaire aussi des clôtures sur un nouveau terrain. Et possiblement du côté de Villevieille. Donc, le grand-père va donner rendez-vous à tout le monde à 17h pour le départ, pour aller refaire cet enclos-là. En attendant, le matin de la disparition, ils vont aller à l'église, nettoyer l'église. Et il y en a d'autres qui vont après ils vont aller à l'église, ils vont aller, donc il y aura Émile, il y a des témoins aussi, un couple de témoins qui verra Émile dans le hameau, puis ils vont aller aussi à la cabane, voilà, donc ça c'est la matinée. Donc le rendez-vous lui est fixé à 17h comme je vous ai dit. Donc Philippe Bedovini dit donc à tous ses fils, tout ça, rendez-vous à 17h, on partira donc pour faire les enclos. Là, Anne, elle est occupée donc à équeuter des haricots. Lui, Maximin, lui, aurait prévu une randonnée donc dans l'après-midi. Ça, c'est pas confirmé. Voilà, c'est une information, mais c'est pas confirmé à 100%. Lui, en tout cas, Philippe et ses enfants, eux, ils chargent donc le véhicule. Là, il va y avoir un point clé pour moi, c'est en fait, vous avez Émile donc qui va se lever de la sieste et Anne va surveiller donc Émile. Émile va être dans la cour. Puis après, il va descendre, il va aller à côté de son grand-père. Sauf qu'il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que Anne pense qu'il est parti avec le grand-père et le grand-père pense qu'il est avec sa grand-mère. Problème, il manque un outil, donc Merlin exactement. Donc il envoie un fils le chercher, donc le Merlin qui est resté à la cabane, qui va servir donc après pour l'enclos aux chevaux. Donc il a besoin de cet outil-là. Il envoie un fils. Puis un second outil manque. Et là, il envoie un autre fils. Donc il y a plusieurs allers-retours comme ça. Et dans ce laps de temps, Philippe Bedovini, lui, prépare des piquets. Il y a au moins 4 membres de la famille, minimum, qui l'ont pas vu, donc Émile s'éloignait. Émile se volatilise complètement.
Donc, l'hypothèse de déplacement, je vais vous mettre sur la carte. Donc, il y a les 3 hypothèses. C'est-à-dire que ici, là, vous avez un passage là qui va directement dans le jardin des Vedovini. Donc, les 3 hypothèses sont simples. Soit Émile sort, il monte directement là-haut. Là-haut, c'est direction la cabane. Soit il va en face, direction le four. Vous voyez cette rue-là qui va juste là, en face. Soit il descend. L'hypothèse qui va être retenue, c'est qu'il descend. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 témoins oculaires. Tom et Pascal, donc ils affirment avoir vu Émile descendre vers le bas du hameau. Donc on passe sur l'hypothèse 3. Philippe, lui, donc il descend aussi vers le lavoir. Il va croiser Pascal. Il va lui dire: je cherche Émile. Le voisin, lui, n'est pas inquiet, pense que l'enfant, il est au clapier de lapin. Philippe remonte ensuite. Il va remonter ensuite. Il va dire donc à ce fameux Pascal: ben, j'ai perdu Émile. Mais il ne va pas remonter directement à la maison, comme je le vois souvent. Il va d'abord passer par les pâtures des Bales. Il va aller jusqu'à la maison du vieux Fernand. Donc la pâture des Bales, c'est là où il y avait ce fameux terrain. Puis il va passer par les bois. Et là, il va croiser un voisin en haut du Vernet. Il va dire, lui, avoir parlé au voisin, mais ce voisin dira plus tard ne pas s'en souvenir. Et un vrai point de bascule, revient donc sans Émile et dit: on a perdu Émile. Hein. Bon, et de là, vous savez, après, il va appeler, donc Anne Vedovini va appeler les secours. La famille se disperse. Là, vous avez donc le premier témoin, Tom, qui lui, à sa fenêtre, voit la famille chercher. Voilà. Voilà à peu près le scénario, comme ça. On va rentrer plus en profondeur dans le scénario, bien sûr. Et on va revenir sur les témoins. Tom, pardon, c'est cette maison-là. Ici. Il va lui dire: j'ai vu le petit descendre vers le lavoir, il effectuait des travaux. Et à ce moment-là, j'étais dehors, devant mes escaliers. C'était à peu près 16h45. De là, Tom ne peut pas louper l'enfant qui s'éloigne. Il dit que le grand-père coupait du bois à une dizaine de mètres de l'enfant. Après, il va dire: j'ai continué mes travaux à l'intérieur et quand j'ai passé une tête par la fenêtre, quelques minutes plus tard, j'ai vu que la famille affolée qui cherchait le petit et qui a rapidement appelé les gendarmes. Vous avez le grand-père qui est ici, devant son garage. Tom, lui, est ici. Il remonte, il voit Émile, qui est là dans la rue, qui est en train de jouer. Il s'inquiète pas, il voit... On est voilà, dans un hameau de 10 maisons. Ils ont l'habitude de voir les enfants comme ça. Il voit le grand-père qui est à côté, qui coupe du bois. Il voit Émile qui est là. Il le voit passer. Et là, on arrive sur le second témoignage. Émile continue et descend la rue. Le second témoin qui, lui, se trouve exactement donc ici, sur sa terrasse. Donc lui, il s'appelle Pascal. Lui, ce second témoin, donc il va voir passer Émile. Philippe lui passe devant. Lui, il va lui dire: on a perdu Émile. Là, on peut redater parce qu'il est 16h56, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Pascal, lui, regarde le Tour de France sur sa tablette. Et le dernier coureur, donc le premier coureur qui franchit la ligne, c'est à 16h56. Donc on va pouvoir se repérer comme ça. Mais vous allez voir, ça va être plus compliqué que ça. Puis quelques minutes après, donc qui aurait été interprété de 7 à 9 minutes plus tard, hein, il va repasser Philippe Vedovini qui remonte en disant: on a perdu Émile. Pascal, c'est très très important pour l'enquête, hein, c'est l'élément central de l'enquête. C'est pour ça que je m'attarde un peu sur lui, mais c'est très très important. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. On va estimer entre 7 et 9 minutes au moment où Philippe Vedovini passe devant et au moment où il remonte. Donc Valentin qui a rencontré donc, ces témoins, qui les a interrogés, et vous allez avoir plus d'informations, que ce soit sur les auditions, sur tout ça. Donc vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Ils ont été auditionnés plusieurs fois, ce qui semble logique. À de nombreuses reprises, ils ont été auditionnés. Et dans certaines auditions, parfois, il y a des informations qui apparaissent et d'autres qui n'apparaissent plus. Et donc, moi, les dernières précisions que j'ai, c'est que le second témoin oculaire, on va l'appeler le plus ancien. Il y a le jeune, qui est le premier témoin oculaire géographiquement parlant, puisque il est le voisin direct d'Anne et Philippe Vedovini. C'est ce jeune qui fait des travaux dans sa maison. Il est le cousin du jeune agriculteur. Bon. Et puis il y a le deuxième témoin.
Le deuxième témoin, il est plus âgé, il est sur sa terrasse, sur sa tablette numérique, il regarde l'étape du Tour de France qui, ce jour-là, le premier coureur arrive à 16h56. Voilà, c'est 16h56. Et donc lui, il est auditionné plusieurs fois, et dans l'une des auditions, il va dire qu'il voit Philippe descendre, et dans son même champ de vision, Maximin descendre également. Mais dans d'autres auditions, il n'a plus le même souvenir. Il ne voit que Philippe. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Et je trouve que c'est audacieux et même risqué de ne se servir d'une audition que quand elle ne renforce notre intime conviction. Exactement. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce que là on lui dit voir descendre Maximin qu'il faut occulter peut-être les 3 autres auditions où il exprime le fait qu'il ne voit que Philippe. Le général Berthelin, l'ancien patron de la section de recherche de Marseille, me dit que ce témoignage, ce second témoignage de Pascal, donc je l'appelle Pascal parce qu'il s'appelle Pascal, il est difficile pour eux et il les met en difficulté parce que parfois dans les auditions, il y a des contradictions. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai jamais été, et là, tu me donnes l'occasion de l'expliquer, je ne peux pas être affirmatif sur le fait, oui, Maximin est descendu. Ce que je sais, c'est que Philippe est descendu, 7 à 9 minutes plus tard, il remonte. Il dit on a perdu Émile. Et là, la famille Vedovini s'éparpille. Il y aurait la tante Marthe qui reste au niveau de la propriété. Maximin qui va chercher avec les vélos, les fameux vélos voilà, qui ont été saisis. Et on pensait tous que. Enfin, tous. Moi, non, mais beaucoup pensaient que la vérité était sur les vélos alors que c'était une énième fermeture de porte. Et puis, il y a même un oncle qui va chercher à cheval, parce qu'ils ont des chevaux, et parce que le cheval permet d'accéder à des endroits où le vélo ne peut pas aller, et où les marchands ne peuvent pas aller. Donc la famille s'éparpille. Voilà, c'est ça, moi, la réalité que j'ai. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit une zone d'ombre. Ce qu'il faut rappeler, c'est que des témoins sont atteints, quoi qu'il arrive, de biais cognitifs. C'est logique. Que ce soit le jeune ou le moins jeune, ce jour-là, ils ne s'attendent pas à ce qu'un événement comme celui-ci se produise. Donc, toi, Corbeau Blanc, si je te demande, là, il y a 2 heures de temps, qu'est-ce que tu as vu précisément lorsque tu es à ta fenêtre? Tu vas me donner approximativement ce que tu as C'est vu. ça. Quand je vais te demander le créneau horaire, tu vas me donner une fourchette. Le problème, c'est que si on ajoute 20 minutes à cette fourchette, ou si on enlève 20 minutes à cette fourchette, bah, la situation n'est plus du tout la même, Et puis, compte tenu de la configuration et du puis, hameau. et puis il y a aussi un élément important. Moi, j'y suis allé sur place. Hein. Et Mhm. donc, j'ai chronométré en fait le temps de vision qu'on peut avoir de sa terrasse sur la route. Et c'est pareil, c'est un temps qui est entre, moi j'ai calculé entre 6 et 8 secondes. Mais il suffit qu'à ce moment-là, il se Alors, retourne ou il baisse la tête, quelqu'un passe, il n'a pas vu. Donc c'est pas parce que lui ne le voit pas que la personne n'est pas passée ou que la personne n'est pas remontée. Donc c'est pour ça que voilà, c'est aussi un élément. exactement, et les biais. Alors ça, je parle de ça. Voilà. Donc vous comprenez que ce témoignage, il est capital dans cette histoire. Hein. Il est vraiment très 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 important. Pourquoi moi je parle de ces 6 à 8 secondes? Je vous montre. Vous avez donc la terrasse qui est ici. Et là, donc quand on parle de 6 à 8 secondes, c'est le champ de vision sur le passage. Donc quelqu'un qui descend, il a un champ de vision, lui, entre 6 et 8 secondes. Comme je disais à Valentin, il suffit que la personne se retourne, on lui parle, il soit absorbé pendant 6 à 8 secondes, c'est pas grand-chose, 6 à 8 secondes. Et qu'il y ait quelqu'un qui descende ou quelqu'un qui remonte, ou il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit descendu, qu'il n'ait pas vu, quelqu'un qui soit remonté, qu'il n'ait pas vu aussi. Donc c'est pour ça, il faut ce témoignage-là, c'est important, hein, il est très très important, mais il faut prendre tout ça avec prudence aussi. On nous disait au début, oui, le grand-père, il est resté là-bas au lavoir, ça a duré 7-9 minutes, il est remonté. Sauf qu'on sait que c'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est qu'il est réellement venu ici. Il est réellement venu jusque devant l'église. Il est venu ici, et c'est d'ailleurs pour moi, voilà, ce qui était normal, parce que je trouvais ça très suspect que le grand-père ne vienne même pas jusqu'à ici, parce que si Émile est ici dans le renfoncement, il n'y a pas de visuel par rapport au lavoir. Donc le grand-père est bien venu ici, il a regardé dans le cimetière, il a regardé partout, et il est remonté. Voilà. C'est ce qu'il dit, hein. Attention, hein, je ne sais pas ce qui a été fait réellement, hein. Moi je vous dis ce qui a été dit. Voilà. Donc bon, déjà, ça, c'est une information qui est un peu plus cohérente pour moi. Quand on me disait qu'il était arrêté au lavoir, je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas allé à l'église. Ça me semblait tellement naturel, en fait, d'aller jusqu'à l'église, sachant qu'ils y étaient le matin. Donc voilà.
Donc je vous rappelle, les vélos, ce qui était intéressant sur les vélos, c'était de trouver donc des traces par rapport au biotope, pas l'ADN. L'ADN, c'était pas intéressant sur le vélo. C'est-à-dire de trouver de l'ADN d'Émile sur les vélos perquisitionnés. Bon, ça prouvait rien en soi, qu'Émile ait touché les vélos avant, ça peut être tout à fait plausible. Après, ce qui était intéressant, c'était de voir si on ne trouvait pas, par exemple, je sais pas, une sorte de terre identique au lieu où on a retrouvé le crâne, des choses comme ça, ou sur le lieu de... Voilà, ça c'était intéressant. Donc apparemment, ça n'aurait rien donné. Après, ce qui est intéressant, donc, c'est ce lavoir, ce fameux lavoir. Donc par rapport au lavoir, souvenez-vous, donc ça c'était quand même une information qui a duré donc, pendant des mois. Pour moi, c'est la grosse rumeur du lavoir, quoi. C'est-à-dire que pendant des mois, donc, cette information donc, s'était vraiment installée, mais même dans l'opinion publique. Donc les chiens auraient marqué au lavoir. Problème, cette information est inexacte ou largement déformée. C'est-à-dire que ce que dit réellement le procureur, donc Rémi Avon, lui, il va dire les chiens ont bien détecté une trace d'Émile, mais dans un milieu naturel extrêmement parasité. Là, je parle du lavoir. Donc oui, les chiens ont détecté la trace d'Émile. Mais par contre, c'était très parasité. Je vous rappelle, il y a eu 800 personnes qui sont passées au niveau des recherches. Le lavoir n'est pas un point d'arrêt validé par les équipes cynophiles. Donc ça, c'est très important. Le véritable point de marquage, c'est la cabane. Là où les choses deviennent beaucoup plus intéressantes, c'est que les chiens ont eu une réaction forte et inhabituelle. C'est-à-dire qu'ils vont s'agiter extrêmement, ils vont faire des sauts sur eux-mêmes, ils vont avoir le comportement de fixation. Donc là, on est sur les hauteurs du hameau, donc à quelques minutes de la maison. Et c'est une zone qui est difficile d'accès. Et surtout, c'est une petite cabane. Et il y a une scène clé que va rapporter donc le procureur, qui est très intéressante. C'est une tante donc d'Émile qui explique que donc, le matin de la disparition, elle a dû porter Émile pour le hisser en haut de la cabane. Et pourquoi elle le porte pour le hisser en haut de la cabane? C'est que Émile, lui, il refusait toujours de marcher sur des herbes hautes. Donc ça, je trouve que c'est un élément important. Parce que toutes ces pistes qu'on avait, comme quoi il aurait pu partir dans tel chemin, dans tel champ, dans tel... déjà, naturellement, alors au-delà du fait que quand un enfant arrive sur une route, comme la route qu'il y a devant chez lui, un enfant, c'est ce qu'on avait vu avec... je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, qu'un enfant va prendre directement toujours la descente. De lui-même, il va pas faire l'effort de monter. Il prend la descente. Bon, donc ça collait avec les témoins oculaires. Et cette information-là, de se dire que Émile détestait marcher dans des herbes hautes, je trouve que c'est un élément important. Donc ça, c'est mon analyse perso. Aidé pour les recherches, donc près de 800 personnes, ça a été très bien. Après, pour un enfant de 2 ans et demi donc, qui disparaît, ça fait beaucoup. Mais bon, après, on ne peut pas dire aux gens, voilà. Mais le problème, c'est que ça a pollué énormément de choses. Je pense que peut-être que les chiens auraient pu continuer la trace d'Émile, peut-être auraient pu aller plus loin dans la trace d'Émile s'il y avait eu peut-être moins de monde de recherche. Je parle au niveau du lavoir et plus loin. Donc c'est dommage. C'est dommage, mais bon, après, on ne peut pas en vouloir aux gens de vouloir aider. Il y a le carrefour, mais est-ce qu'il est passé de ce côté-là du triangle, vous savez, au milieu? Est-ce qu'il a suivi... Alors moi, mon instinct me dirait que s'il a l'habitude, il a le repère de l'église, et s'il a l'habitude d'y aller, un enfant, je pense que va sur ses habitudes. Donc, s'il ne s'est rien passé au niveau du lavoir, je pense qu'il va plutôt de ce côté-là de la route. Ici. Ça, bon, c'est juste mon avis perso. Il connaît déjà le chemin, il a fait le matin même aussi. Je le vois plus s'il descend là, comme ça, s'il ne se passe rien encore jusqu'à là, descendre de ce côté-là. Ce que dit aussi les cynophiles, eux, ils vont dire que de toute manière, si Émile, par exemple, a été enlevé par un quad, par, je sais pas, par un véhicule, forcément, il perd de la trace, il s'appelle un pont, en fait, dans une piste, comme ça. Et à partir du moment où vous avez un pont, ça devient quasiment impossible. Donc voilà. Donc on avance un peu dans l'enquête. Là, on se retrouve donc le 10 juillet, 2 jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe exactement le 10 juillet? Donc il y a des auditions. Il va y avoir des auditions, une vingtaine de villageois qui vont être auditionnés et qui vont être entendus. Donc toutes les auditions, la police va réquisitionner en fait la boulangerie au Vernet, en bas, au village du Vernet. Et la boulangerie, ça va devenir en fait le lieu où il va se passer toutes les auditions. Plusieurs habitations, sont inspectées. Donc ces opérations restent moins approfondies qu'une perquisition judiciaire classique. On n'est pas sur de la perquisition parce qu'on est plutôt sur de la visite domiciliaire. Le statut juridique ne permet pas de faire une perquisition. Voilà. Donc vous allez avoir
des visites domiciliaires, 2 à 3 fermes qui vont être fouillées aussi sur le Bas-Vernay, plus des résidences secondaires qui vont être aussi fouillées, notamment une résidence secondaire proche des Vedovini. Le 11 juillet, le lendemain, là, on va être dans une intensification des opérations. Il va y avoir 30 bâtiments qui vont être visités. On reste toujours pareil sur de la visite. 25 personnes vont être entendues aussi. Il va y avoir des véhicules qui vont être analysés. Donc, il va y avoir 12 véhicules qui vont faire l'objet d'analyses approfondies. Et il va y avoir aussi, bien sûr, la continuité donc, des fouilles de terrain. Ils augmentent vraiment les surfaces, mais ça devient beaucoup plus localisé. Et surtout, le 11 juillet, c'est-à-dire que là, on bloque tout le secteur. Hein, donc là, c'est que des professionnels. Donc, c'est vraiment un ciblage de zone. Le secteur est complètement bouclé, interdit d'accès, sauf pour les habitants. Et les enquêteurs donc resserrent les taux. Ils sont convaincus que, donc ça va rejoindre ta question, que la vérité se situe donc dans un périmètre très précis. Hein. Donc les zones clés qui vont être ciblées, ça va être la maison des grands-parents, la cabane, le lavoir. Et le terre-plein aussi en forme de triangle au centre. Ils permettent aussi donc de faire demi-tour sur l'entrée du hameau. Donc là, ils vont faire des choses. Ils vont même aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont aussi aller entre l'église de Saint-Martin et le chemin qui va jusqu'à Saint-Pancras. Je vais vous montrer sur la carte, comme ça vous allez pouvoir visualiser. Le chemin d'ici, de Saint-Martin, jusqu'à la chapelle ici. Et le triangle, c'est ici. Voilà, tout ça, ça va être bien analysé. Les enquêteurs entament aussi l'analyse des données de téléphonie mobile à ce moment-là. Toutes les personnes donc, présentes à proximité du hameau au moment de la disparition donc, sont concernées. Donc ça, c'est un travail quand même titanesque qui nécessite donc beaucoup de croisements massifs de données à ce moment-là. Et la première piste qui va être explorée, ça va être la piste agricole. Il faut remettre dans le contexte. On est en pleine saison, donc on est au mois de juillet, le 8 juillet. Enfin, là, on est le 11, mais je veux dire, on est début juillet. C'est la saison des moissons, de nombreux engins donc, circulent, tracteurs, des remorques, des quads. Donc, ce que je vous disais par rapport au pont aussi, par rapport à ça. Et aussi, il va y avoir des allers-retours qui sont observés entre le hameau donc, de Roussimal, le Haut-Vernay, le parc de Dormilouse, de Domonzé, en direction de Beaujeu. Alors, pourquoi déjà il va y avoir des allers-retours qui vont être observés entre ces points-là et le Haut-Vernay? Pourquoi? Parce que, en fait, ils prennent la liste des agriculteurs qui ont des terres au Haut-Vernay et qui sont susceptibles de se rendre au Haut-Vernay, qui ont des champs. Voilà. Émile aurait pu peut-être être aussi happé dans une machine, dans une moissonneuse-batteuse, dans un ballot. Donc voilà, il va y avoir des vérifications. Pourquoi Roussimal? Parce que Roussimal, donc on va dire c'est le fief, donc ça se trouve ici. Donc là vous avez le Vernay et Roussimal, c'est là. Ici en fait, ça c'est le fief de la famille Bail. Donc la fameuse famille donc, qui prêtait le champ au Vedovini. Vous avez Léo. Donc plusieurs agriculteurs, grâce à ça, vont être entendus. Des fermes sont visitées donc, par les enquêteurs de la section de recherche de Marseille. Le matériel agricole, lui, est examiné donc, au peigne fin. C'est-à-dire que l'enfant aurait pu être, donc, comme je vous ai dit, heurté par un tracteur, percuté par une remorque ou impliqué dans un accident peut-être avec un quad. Donc les ballots de paille aussi, ça, ils vont être inspectés donc à l'aide de détecteurs de métaux. Donc l'objectif, c'est bien sûr donc, de vérifier si l'enfant aurait pu être happé par une machine agricole, par une presse ou par une moissonneuse-batteuse. Il va y avoir des mesures exceptionnelles quand même qui vont être prises. C'est-à-dire que donc, les agriculteurs, eux, reçoivent l'interdiction formelle donc, de faucher les herbes destinées au foin. Donc ça va être une décision qui est quand même assez lourde de conséquences. C'est-à-dire que ça va avoir un vrai impact financier et un vrai préjudice pour les exploitants agricoles parce que c'est avec ça que l'hiver, ils nourrissent leurs bêtes. Donc là, on était entre le 10 et le 11 juillet. La seule certitude qu'on a, c'est que du moins, Émile donc, est vu par lui, par Pascal. Le champ de bison, il s'arrête à la Maison Rouge, là, ici. Il le voit passer. Donc la seule certitude qu'on a, c'est qu'Émile était là. Du moins, au moins jusqu'à ici. Après, où est-ce qu'il est allé exactement? Ça, c'est tout le mystère de cette histoire.
Donc sur le 13-14 juillet, le 13 juillet, donc l'enquête, elle, va rentrer dans une phase de recherche de terrain extrêmement poussée. Vous avez 52 gendarmes de l'escadron mobile, donc de Gap, là, qui sont mobilisés. C'est qui vont inspecter donc minutieusement donc, les 1,8 km de route qui relient donc le Vernet au Vernet. Vous prenez cette route là, comme ça, vous descendez et vous arrivez au Vernet. Voilà. Donc ils vont inspecter cette route. Toute cette route. Sachant que c'est la seule route. Alors on dit souvent pour aller au Vernet, c'est un cul-de-sac, il n'y a qu'une route. Alors il n'y a qu'une route goudronnée. Et vous avez d'autres chemins. Vous avez plusieurs chemins que vous pouvez rejoindre le Haut-Vernay. Notamment, vous en avez un ici, où directement, soit de là, à partir du chemin des Hoches, ici, vous avez donc la départementale ici, ou vous avez aussi une zone ici, au parc de Domonzé, où de là, vous pouvez rejoindre le Haut-Vernay aussi, par des chemins forestiers. L'opération, elle est simple, elle consiste à un ratissage donc extrêmement précis, centimètre par centimètre. Il va y avoir des interventions donc, de chiens spécialisés, donc notamment, donc, vous savez, les Saint-Hubert, donc capables de remonter donc, des traces sur plusieurs dizaines de kilomètres. Mais une difficulté donc majeure est soulignée par le cynophile. Si Emile a été déplacé par un moyen mobile, par exemple un quad, un vélo, ou une voiture ou une moto, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça crée une rupture de piste, notamment au niveau, c'est ce qu'on appelle un pont. Et à partir de là, les chiens, ils perdent définitivement la trace. Il va y avoir aussi des investigations nocturnes. Donc, ça au niveau du cimetière au Vernet. Donc, au cimetière, ils vont venir inspecter, donc ici, voilà, à côté de l'église, là, Saint-Martin, vous avez un petit cimetière. Et donc, ils vont venir ici, ils vont fouiller chaque tombe, toutes les tombes. Ils vont utiliser donc du Blue Star. Ils vont asperger donc les rues et les chemins donc, du hameau pour voir s'il n'y a pas d'éventuelles traces de sang invisibles. Donc ces opérations sont réalisées, et donc c'est pour ça que je vous dis qu'à ce moment-là, je pense qu'ils en ont mis bien sûr sur le lavoir, sur les arêtes du lavoir. Hein. Ces opérations donc, sont réalisées dans le plus grand secret, et donc c'est signe donc, d'une enquête qui explore toutes les hypothèses. Il va y avoir aussi donc, des analyses techniques sur les véhicules. Donc plusieurs véhicules sont désossés. Ils vont être examinés en profondeur. Et donc tous ces véhicules, c'est pareil, tout ça, ça va se faire d'une manière assez discrète. Ils vont faire ça, ils vont se mettre dans les locaux donc, de la DDE, à la recherche de traces d'ADN, de fibres, de sang, hein, tout ça. Le 14 juillet, là, on est sur une exploitation massive donc des données et poursuite des auditions. C'est-à-dire que le 14 juillet, l'enquête bascule vers une phase d'analyse et de recoupement donc à grande échelle. Il va y avoir des auditions et des enquêtes de voisinage. 30 habitants donc déjà entendus. Les auditions continuent en parallèle. Il va y avoir des visites domiciliaires qui vont être menées aussi. Et là, c'est un volume colossal de données qui vont être analysées. C'est-à-dire que les enquêteurs disposent donc d'un nombre considérable d'éléments. 1500 messages, 1600 bornages téléphoniques et plus de 500 000 photos de péage aussi. Tout doit être analysé, vérifié et croisé. Et là, pour ça, vous le savez, maintenant que vous commencez à me suivre, vous connaissez un peu les ficelles. C'est-à-dire que maintenant, il y a quand même un logiciel qui aide beaucoup la police qui s'appelle Anacrim. Et dans ce système, donc, ils vont tout mettre. C'est-à-dire les auditions, les objets saisis, les données techniques et tout ça. Anacrim, c'est un logiciel, c'est un gros checker. Et à la sortie, ça va tout analyser, ça va vous donner donc des pistes qui sont cohérentes et exploitables. Ce que l'on sait par rapport à ça, et ça on le saura plus tard, et ça je vous l'avais déjà dit, mais il y a un petit moment. Alors même si l'information n'est pas sortie directement en disant bon ben la piste d'Anacrim, la piste principale qui sort d'Anacrim, c'est la piste intrafamiliale, on l'avait deviné quand Julien Pinelli, donc l'avocat d'Anne Vedovini, avait fait une déclaration à la presse. Venez-vous, il y a un petit moment maintenant. Donc c'était avant janvier 2026. Donc je pense que c'était en décembre ou fin novembre. Il avait dit on va faire des demandes d'actes pour montrer que peut-être qu'on peut aller sur une autre appréciation que le logiciel Anacrim. Donc ça voulait donc dire que Anacrim avait pointé en piste principale la piste intrafamiliale. D'où les demandes d'actes, tout ça. Et donc on avait pu avoir ce qu'on appelle choper une information indirecte, même si ça n'a pas été dit directement. Donc en fait on l'avait compris. Hein. Donc ça c'est quelque chose que je vous avais dit il y a déjà un petit moment pour ceux qui me suivent. Il va y avoir aussi un couple qui va être entendu le 14 juillet. Donc ça c'est un couple et c'est quand même une importance. Parce que
Donc c'est le mari et l'un des rares témoins avec sa femme avoir vu donc Émile le matin de la disparition qui jouait dans le hameau. Voilà. Donc ça c'était un témoignage qui était très important. Vous avez ces deux témoins, donc c'est des auditions qui vont être longues, 3 heures pour le mari, je crois, 2 heures pour la femme. Donc voilà. Donc on est toujours sur un ratissage intensif, sur des recherches nocturnes secrètes, une inspection minutieuse, cimetière, des routes, des véhicules, les analyses exploitation massive donc de données, croisement via un ACRIM, multiplication des auditions. Les enquêteurs cherchent à réduire donc là à ce moment-là donc le périmètre et à faire émerger donc une piste solide, convaincus que la vérité se trouve dans une zone et un cercle très restreint. Voilà. Donc ça, on est au 14 juillet là. Et après, à partir de là, vous allez avoir la première piste qui va émerger. Ça ne veut pas dire que pour eux, c'est la piste prioritaire. C'est pas parce qu'ils y vont en premier que forcément c'est la piste prioritaire pour eux. Mais en tout cas, la première piste qui émergera, ça sera la piste Léo en premier. Et ça, on le fera, écoutez les amis, sur le prochain épisode. Hein. Là, on a vraiment fait tout le début jusqu'à l'enquête. Et ça, on va voir ça sur le prochain épisode. Dans la nuit des écrans, je raconte des ondes, des drames oubliés que le silence encombre, des vies suspendues dans les couloirs du temps, des vérités perdues que j'appelle doucement. Je marche obstiné dans les ruelles du doute, cherchant la lumière au bout de chaque route. Car derrière les crimes, derrière les silences, il reste toujours une trace, une absence. Je suis le corbeau blanc dans la nuit, une voix qui vous parle d'ici. Je cherche la vérité dans le vent, comme un veilleur perdu dans le temps. Mais n'oubliez pas quand je vous parle qu'il y a un homme derrière la toile. Un cœur qui doute, un regard qui voit, les cicatrices qu'on ne montre pas. Ces histoires troublantes que je vous raconte sont des échos du monde et de ses ombres profondes. Chaque affaire est un miroir brisé où l'âme humaine se laisse deviner. Car l'homme est un mystère de lumière et d'abîme, un mélange d'espoir et de crime. Et parfois en cherchant la vérité chez eux, je cherche aussi un peu la mienne dans leurs yeux. Je suis le corbeau blanc dans la nuit, une voix qui vous parle d'ici. Je veille sur les silences du vent pour que la justice expire encore un instant. Mais derrière cette voix qui vous guide, il y a un homme lucide, un homme qui doute et qui voit les cicatrices dans ses propres pas. À chercher, à comprendre, comme si la vérité pouvait me défendre, comme si derrière chaque histoire racontée, je pouvais réparer ce qui a été brisé. Et vos mots, vos messages dans la nuit sont des lumières dans ma vie. Car si vous trouvez du sens dans ma voix, sachez que votre présence me guide parfois. Je suis le corbeau blanc dans la nuit, mais je suis aussi un homme dans la vie, avec ses blessures et ses combats, ces cicatrices qu'on ne voit pas. Et si je continue à chercher
cacher la vérité. C'est peut-être pour aussi me réparer, car derrière l'écran et derrière la voix, il y a le corbeau blanc et simplement moi. Et simplement moi. Et simplement moi.